Good morning. Before I start, I want to Bonjour. Avant de commencer, je tiens à remercier Claudia et toute l'équipe d'Épicentre. C'est une expérience un peu bizarre pour moi parce que je me sens en même temps comme une gosse ou quelqu'un de très jeune, intimidée devant tous les gens qui m'ont tellement appris. Puis en même temps, je me sens très vieille parce que je vois de nouveaux visages tout jeunes. I was trained well and will J'ai été bien formée, enfin on m'a bien appris, donc je vais lire mon papier pour l'introduction. J'ai eu du mal à rédiger cette introduction pour la fièvre de Lassa. Ebola is often described as a disease Ebola of est compassion. souvent considéré comme une maladie de l'empathie ou de la compassion. Et les gens les plus à risque sont ceux qui s'occupent, qui soignent les autres, les soignants, les proches, les amis, les voisins, les médecins, les infirmiers, infirmières, parce que la transmission se produit à travers des contacts étroits par les fluides corporels. Et souvent, ça se produit quand on prend soin de quelqu'un ou pendant les pratiques funéraires, les enterrements, etc. Quand on y réfléchit, à chaque épidémie d'Ebola, de 1995 en Afrique de l'Ouest, 2014, RDC, 2018, et aujourd'hui encore, on voit un impact disproportionné sur les soignants. C'est également vrai pour la fièvre de Lassa, même si la dynamique de transmission n'est pas la même. Lassa, la fièvre de Lassa est transmise à partir de rongeurs. Tu peux reprendre? Elle est bien documentée. Bien entendu, les épidémies de Nigeria, Sierra Leone et Libéria, ce sont les mêmes agents de santé et les aidants familiaux qui sont les groupes à plus de risque et qui souffrent le plus de cette situation. Donc, ces mesures d'IPC insuffisantes, l'absence d'équipement, de diagnostic retardé vont amplifier la contamination à domicile et dans les centres hospitaliers. Pour les deux fièvres hémorragiques, ce sont deux maladies qui ont défini aussi l'engagement d'MSF pour répondre à des épidémies mortelles dans des contextes extrêmement fragiles. Depuis presque 40 ans, Épicentre fait partie de ces efforts en travaillant toujours étroitement avec ses partenaires, l'OMS, les instituts de recherche africains, les ministères, d'autres ONG et par le biais de la collaboration scientifique internationale. Alors, cela remonte à la 1995 pour Ebola. Il s'agissait de la première épidémie marquante avant celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest. 300 personnes avec un grand nombre d'aidants et de professionnels de santé. Et cela a commencé à façonner notre compréhension de l'IPC. Après celle-ci, nous avons soutenu la surveillance, les recherches sur les épidémies et les flambées et apporté une assistance clinique opérationnelle à MSF et à ses partenaires. Une des contributions les plus marquantes des MSF concerne l'épidémie de 2014-2016. Pendant cette crise, Épicentre a travaillé avec ses partenaires, mais là, il s'agissait de renforcer la surveillance pour essayer d'analyser les modes de transmission, d'évaluer les traitements et d'améliorer l'IPC, la prévention et la lutte contre les infections. Amélie Tiffany, qui était Kekado, qui travaillait avec les équipes pour MSF Suisse, et elle était d'Épicentre. Et avec MSF Belgique, ils ont identifié l'origine de l'épidémie. Et ceci a transformé notre compréhension d'Ebola. Et le travail d'Épicentre a démontré que l'on pouvait comprendre cela différemment. Il s'agissait d'une des premières fois où l'on avait d'informations beaucoup plus claires sur les transmissions pendant les funérailles, pendant l'aide. Et puis, on a vu à quel point le comportement des communautés a pu contribuer à la contamination. Mais c'était aussi l'une des premières documentations sur le soin décentralisé, la confiance et l'engagement auprès des communautés. Mais Épicentre a aussi joué un rôle pour évaluer le vaccin Ebola. Au cours de cette épidémie de 2014-2016, nous avons participé à une vaccination
en anneaux qui faisait l'objet d'un essai, d'une étude clinique. On a pu démontrer l'efficacité contre Ebola Zaïre et l'a conduit à la qualification de ce premier vaccin contre Ebola qui a ensuite été préqualifié par l'OMS. Épicentre et MSF ont aussi déployé à l'évaluation du deuxième vaccin Zaïre, celui de Johnson & Johnson, une stratégie en 2 doses qui a été utilisée ensuite en RDC à partir de 2018. Et une fois encore, toutes ces initiatives et ces réalisations s'appuient sur la collaboration avec un grand nombre d'acteurs. Parallèlement, il convient de reconnaître que pendant l'épidémie 2018-2019 en RDC, nous avons contribué avec MSF à l'étude POM qui a démontré que 2 monoclonaux pouvaient jouer un rôle dans la réduction de mortalité par rapport aux autres normes de traitement auparavant. Cela a complètement changé la prise en charge clinique. C'était la première fois que de nouvelles options de traitement étaient disponibles pour le Ebola souche Zaïre. Et cela a changé fondamentalement la réponse à Ebola. Pendant des décennies, l'Ebola était exclusivement lié aux soins palliatifs, supportifs, avec des gros films qui n'ont pas aidé à grand-chose. Ce partenariat et cette collaboration est au cœur d'Épicentre et montre à quel point la mission ou l'objectif, c'est-à-dire d'améliorer les vies, vient avant le travail en silo. J'espère que le travail d'Épicentre et d'autres lors des épidémies précédentes a montré qu'il était possible d'avancer. J'espère que cela permettra d'avancer sur la souche actuelle d'Ebola, qui est le Bundibugyo. Ensuite, en 2021, nous avons été reconnus s'agissant de la fièvre de Lassa, qui continue l'une des maladies les plus négligées en Afrique de l'Ouest. Elle est négligée alors qu'elle causait des milliers de décès partout en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria a des épidémies qui se reproduisent chaque année. La Lassa est devenue une priorité stratégique en raison de son potentiel endémie, a des répercussions sur les familles, sur les agents de santé, avec des gros problèmes en termes de diagnostic, de traitement. Et il n'y a pas de vaccin. On espère qu'il y en aura un bientôt. Épicentre a d'abord essayé de comprendre le fardeau et l'épidémiologie de la fièvre de Lassa en travaillant avec nos partenaires au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone. Épicentre a contribué à l'une des plus grands programmes lancés pour documenter le fardeau de cette fièvre hémorragique, pour essayer de répondre à des questions qui n'avaient pas de réponse pendant de décennies au sujet de la fièvre de Lassa. Quelles sont les populations à risque? Quels sont les modes de transmission géographiques et saisonniers? Et comment pouvoir évaluer les traitements et les vaccins potentiels? Ces efforts ont permis de jeter les bases de recherche pour de futures études et de futurs essais cliniques. Donc le rôle Épicentre, grâce à ses partenaires internationaux et africains, a permis d'améliorer le fait que les centres de santé peuvent être des centres d'amplification pour lutter contre l'IPC. Ces épidémies répétées nous montrent à quel point il faut des tests de diagnostic rapide, des équipements de protection. Mais la contribution plus large d'Épicentre a contribué que la réponse aux épidémies ne peut être écartée, ne peut être éloignée de la mise en place de politiques de santé publique. Ce modèle de recherche intégrée, de soins et de réponse dans des contextes humanitaires avec la collecte de données ou la mise en place de programmes opérationnels et la recherche épidémiologique, c'est assez rare. Et Épicentre est un pionnier en la matière et j'espère qu'il le restera. Ça a changé notre compréhension des études épidémiologiques et notre réponse aux urgences. Enfin, avant de donner la parole à Christopher, je dois dire qu'Épicentre a attiré l'attention sur ces populations
et ces maladies qui sont toujours oubliées par les centres de recherche médicale internationaux pour montrer que nous sommes dans une situation que ceux qui n'ont pas voix au chapitre pour montrer qu'ils existent à ceux qui ont tendance à ne pas les écouter. Alors, j'ai beaucoup de mal à vous présenter Christopher parce que je le connais depuis extrêmement longtemps. Il est médecin, il est diplômé en santé publique, 20 ans d'expérience avec MSF. Il a commencé sur le terrain au Nigeria avec une expérience opérationnelle en poste de coordination. Aujourd'hui, il travaille à Paris, à Jaurès, et il supervise les programmes pour la RCA, l'Ouganda, le Malawi, la RDC, et s'intéresse plus particulièrement à la santé sexuelle et reproductive, à la santé pédiatrique, à la réponse aux épidémies dans des contextes qui sont quasiment toujours instables. Christopher, tu as la parole. Yes. Thank you very much, Rebecca. Merci beaucoup, Rebecca. Hugo Subrieux, Subrieux, épidémiologiste, qui est en doctorat à Epicentre et l'Université de la Charité de Berlin. Il a été formé à Imperial College, à l'école de médecine tropicale de Londres. Et il a travaillé sur l'épidémie d'Ebola en Guinée en 2021. Il travaille sur la modélisation et l'analyse des données pour soutenir le flux de gestion des données dans les cas d'épidémie et d'urgence aux épidémies. Son projet porte sur la transmission d'Ebola en travaillant sur les chaînes de transmission, ce qui explique son exposé qui est intitulé « Hétérogénéité et facteurs déterminants de la transmission du virus Ebola, enseignements tirés de la 10e épidémie en RDC ». Hugo, tu as la parole. Merci Rebecca et Chris. Je suis très heureux d'être parmi vous. J'espère que on va comprendre un petit peu mieux les modes de transmission d'Ebola. Je vais d'abord contextualiser. Je vais vous parler de la 10e épidémie en RDC entre 2018 et 2020, en Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu. Il s'agissait de la deuxième épidémie avec plus de 3400 cas et un taux de létalité de 66% qui était dû au virus Ebola Zaïre. Elle se caractérisait par un grand nombre d'incidents sécuritaires avec des attaques contre les centres de réponse aux urgences, mais c'était aussi la première épidémie où le système de vaccination en anneau a été mené, outre les piliers classiques de la réponse qui comprenaient notamment les activités de traçage des contacts. Alors, je vais vous parler des chaînes de transmission dont vous avez certainement pas entendu parler au sujet de la COVID et de l'antivirus, mais qui est particulièrement intéressant pour Ebola. Il s'agit d'une représentation d'événements d'infection où on essaye de répondre à une simple question, c'est qui a infecté qui? Et pour ce faire, nous avons deux approches en tant qu'épidémiologistes. Imaginons que nous avons 4 cas d'Ebola. Si les activités sont en place et que ces cas sont identifiés de manière précoce, on peut enregistrer et suivre l'ensemble des contacts. C'est ce que l'on appelle le traçage de contacts et c'est ce qui est fait couramment dans les épidémies d'Ebola. Certains vont développer la maladie et d'autres vont être considérés comme des cas secondaires. D'autres n'auront pas la maladie et seront exclus de la chaîne de transmission. Outre cela, les épidémiologistes peuvent mener des recherches approfondies et méticuleuses avec l'étude des liens rétrospectifs avec des infecteurs potentiels. Ensuite, on va reconstruire les chaînes de transmission. Ce processus est imparfait. On va avoir ce type de chaîne où il y aura des liens manquants et des cas complètement isolés, non associés aux liens. Néanmoins, ce sont des informations précieuses pour mieux comprendre les profils de transmission derrière la maladie et c'est précisément ce que nous avons fait avec cette analyse rétrospective. Quels sont les messages que l'on peut tirer de cette chaîne de transmission? On va d'abord essayer de voir
ce que sont ces chaînons manquants. Et puis, nous allons voir les cas secondaires et c'est voir comment la transmission se répartit. Ensuite, on va étudier les caractéristiques de cas pour essayer de mieux comprendre les moteurs de cette transmission. Alors, les liens, les chaînons manquants, comme je le disais, on observe ces chaînons que partiellement. Et ce que nous avons vu, c'est que pour 56% des cas, ils étaient liés aux infecteurs, comme on les appelle, qui apparaissent ici en bleu. Et 44% d'entre eux ne pouvaient pas être liés à ces infecteurs. Maintenant, on va essayer de voir leur répartition dans le temps. Si l'on classifie les cas selon qu'on connaisse ou pas l'infecteur, là, on peut connaître la proportion de cas hebdomadaires. Et ce que l'on observe, la proportion des cas liés aux infecteurs, c'est assez faible, 20% en 2018, en décembre 2018. Puis l'épidémie progresse et la proportion liée à l'infecteur va augmenter jusqu'à 80% en décembre 2019. Cette épidémie se caractérise par un grand nombre d'incidents sécuritaires, dont 9 attaques contre les centres de santé et les professionnels de santé. Maintenant, si l'on regarde le calendrier de ces événements en jaune, vous voyez qu'il y a un chevauchement avec les périodes où il y a peu de liens observés dans les chaînes de transmission. Donc, même si c'est probablement multifactoriel, les événements de violence ont certainement eu des répercussions négatives sur la qualité du traçage des contacts et donc notre capacité à reconstruire ces chaînes de transmission. Maintenant, comment cette transmission était répartie? Et là, je reviens à notre chaîne, mais à des fins de simplicité, on va supposer une reconstitution complète de la chaîne. Et nous constatons tout d'abord que la vaste majorité des cas ne va affecter personne, 72,8%, avec très peu nombre de cas qui ont affecté un grand nombre de personnes et 17 personnes avec un infecteur qui peut affecter jusqu'à 29 personnes. Alors, en d'autres termes, ce que l'on a, c'est qu'une grande majorité de personnes ne vont pas infecter et un petit nombre qui vont infecter un grand nombre. Ce que l'on appelle l'hétérogénéité de transmission. Et donc, on peut mieux décrire cela en disant que 80% des cas étaient infectés par 18% des cas initiaux. Alors maintenant, quand on s'intéresse à cette minorité de cas qui ont justement contribué à la majeure partie de la transmission et comment c'est réparti au cours du temps, voilà ce qu'on voit en rouge ici. En fait, cette hétérogénéité, elle est stable tout au long de l'épidémie. Et en particulier avant le pic, pendant la violence, au moment où on a la plus forte transmission et juste après la pic et à la fin de l'épidémie. On est toujours à peu près autour de 20% de cas qui infectent 80% des cas. Et ça nous dit beaucoup de choses. Tout d'abord, ça nous dit qu'on a d'hétérogénéité dans la transmission d'Ebola. En Afrique de l'Ouest, ça a été démontré. On pense que c'est également présent en RDC. Ça semble être une caractéristique de la transmission d'Ebola et il faut le surveiller pendant cette épidémie actuelle et à l'avenir. Cette hétérogénéité, elle est stable et surtout pendant les périodes de violence ou pendant les périodes de transmission accrue, ce qui veut dire que pendant le pic, en fait, chacun a contaminé plus de gens, mais avec le même niveau d'hétérogénéité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, pendant ces périodes, ce qu'on voit, c'est que le profil de transmission de la maladie n'a pas évolué, mais notre capacité à agir, ça a évolué parce qu'on n'a pas eu des activités de traçage aussi efficaces. Alors, certains contaminent plus que d'autres. Et on sait qu'il y a des caractéristiques. Par exemple, la quarantaine, on a ces informations. Ce qu'on peut faire, c'est explorer l'association entre le nombre de cas secondaires et ces variables qui nous intéressent. Et je noterai ici que tous ces résultats,
tous ces résultats sont ajustés pour les facteurs confondants et les liens manquants. On s'est d'abord intéressé aux piliers de la réponse, les réponses clés, comment est-ce que cela influence la contamination. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, tout d'abord, l'isolement. Les cas qui ne s'isolent pas ont 1,79 plus de cas secondaires que ceux qui ont été isolés. En termes de traçage de contact, eh bien, ceux qui n'ont jamais été signalés et suivis ont en moyenne 4,5 fois plus de cas secondaires que les autres. Quand on s'intéresse à la vaccination, on voit que ceux qui n'ont pas été vaccinés en moyenne ont 3 fois plus de cas secondaires que ceux qui ont été vaccinés. Alors, tout cela souligne et quantifie l'importance de ces piliers de réponse. On sait que le traçage des contacts, l'isolement, la vaccination permet de réduire la contamination. Ça nous donne aussi une idée de qu'est-ce qui se passe au niveau de la transmission. Toutes les variables qui sont des substituts, des variables de substitution qui nous indiquent ce qui se passe, c'est-à-dire on n'est pas isolé, on n'est pas signalé comme contact, on n'est pas vacciné. Tout ça, ça suppose une contamination plus élevée. Ces variables qui sont des substituts pour la sévérité de la maladie, tels que des symptômes les symptômes humides ou la charge virale importante, c'est modérément associé avec une transmission plus élevée et il n'y a pas de preuve d'association au niveau de la transmission entre la profession, l'âge, le sexe, c'est-à-dire les transports, le fait d'être un personnel de santé. Alors, c'est beaucoup ce que je viens de vous dire, mais finalement, il y a 3 messages clés sur l'analyse des chaînes de transmission. Tout d'abord, il y a une hétérogénéité dans la transmission du virus Ebola. On sait que c'est stable et donc il faut le suivre de manière constante. Le deuxième point, j'ai divulgaché ma conclusion finale, désolé. Le traçage de contact, l'isolement, la vaccination en anneau, ça nous permet d'être efficace pour abaisser le niveau de transmission. Et puis, on sait que les violences, les éruptions de violence, ça affecte notre capacité à conduire justement ces activités, les attaques des centres de santé, mais aussi la méfiance de la communauté. Tout cela, ça nous empêche d'avoir ces activités si importantes pour prévenir la transmission. On sait, Ebola, c'est vrai, c'est un virus mortel, mais on peut le contrôler. On a les outils pour le faire. Le défi, c'est de savoir comment on utilise efficacement ces outils, et ça doit démarrer par le fait de créer de la confiance au sein des communautés, engager les communautés. J'espère avec cette présentation, vous avez une meilleure idée des chaînes de transmission avant, pendant et après les épidémies, que vous aurez compris qu'on a des modèles qui nous permettent de reconstruire les chaînes de transmission, même si c'est partiel. Et évidemment, tout ce travail doit être mis en place pour l'épidémie actuelle avec le virus Bundibugyo. Et je voudrais remercier enfin tous ceux qui ont travaillé à toutes ces études, et je voudrais dédier cette présentation à tous ceux qui ont œuvré sur le terrain et ailleurs. Thank you very much, Hugo. Merci beaucoup, Hugo. Alors, on va passer aux questions et à la discussion. Quant à Ebola, il est intéressant de noter que 80% des patients, des individus confirmés comme positifs, en fait, ne sont pas des contaminateurs, ce qui est une bonne chose, et on peut s'en réjouir. Mais pourquoi est-ce que ce sont les mesures que nous mettons en place, isolement, suivi, traçage des contacts et vaccination et ou traitement quand ils sont disponibles? Ça reste une question. On pourrait évidemment faire le lien, puisque dans la partie ultérieure de l'épidémie, on a vu sur le graphique qu'il y avait une baisse des transmissions et que la transmission, elle est surtout forte au début et puis au pic de l'épidémie. Cela dit, on va maintenant permettre de poser des questions à vous dans la salle et à ceux qui sont en ligne également. Vous avez donc la parole maintenant.
post-mortality transmission. So I know, for example, in the 2014-2016 Ebola outbreak, En 2014, en 2016, il y avait aussi une transmission importante au moment des enterrements, de la veille des personnes décédées. caused also a lot of friction with Et ça, quand on a essayé de prévenir ces regroupements, ça a provoqué beaucoup de tensions avec la communauté. We'll repeat that question in Je vais very, very short synthétiser ta question. on Donc, transmission. qu'en est-il de la transmission post-mortem? So thank you for the question. Hugo. Yeah, I was expecting this. Oui, je m'attendais à ta question d'ailleurs, à cette question. Ces chaînes de transmission que nous avons reconstruites, on sait qu'un contaminateur a infecté tant de personnes, mais comment, dans quel contexte, ça ne ressort pas clairement de nos données. Lorsque quelqu'un a infecté 20 personnes, peut-être, c'est peut-être au moment des funérailles, mais on n'a pas ces détails, donc c'est très difficile de savoir exactement quel a été le contexte de la transmission. Il faut savoir aussi qu'il y a une forte association entre un décès en dehors d'un centre de santé et les transmissions secondaires. Et là, évidemment, on pourrait envisager qu'il s'agit de transmission après décès, post-mortem. Mathias, Université de Bordeaux. Je pose ma question en français, ça va être plus simple. Pour le résultat du contact tracing qu'on appelle prospectif, ça a des implications finalement, est-ce que ça a encore une valeur ajoutée de faire ce contact tracing, sachant que 80% donnent zéro cas secondaire? Parce qu'on a entendu parler aussi pendant le Covid d'une autre technique qui est de faire du contact tracing rétrospectif, et notamment sur des événements plutôt. Et donc de trouver rapidement un événement de rassemblement, comme des funérailles par exemple, et de retrouver les personnes qui en faisaient partie. Est-ce que vous avez réfléchi à du coup une autre stratégie? Voilà. Oui, alors, donc déjà, il faut savoir que dans les chaînes là qu'on reconstruit, ce que j'ai essayé d'expliquer au début, il y a les deux qui sont faits sur Ebola. On a du prospectif, mais on a aussi du rétrospectif. En fait, on va voir arriver plein de cas qui sont tous liés au même événement. Donc, on va pouvoir remonter en arrière comme ça. Maintenant, la question, est-ce que c'est toujours utile? J'aurais tendance à dire que oui. On voit que c'est tous les gens qui ne sont pas tracés, qui ne sont pas suivis, on voit qu'il y a une nette augmentation du nombre de cas secondaires. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue. Maintenant, ça c'est une petite pensée pour Étienne qui m'a expliqué ça hier, c'est pas juste, il faut imposer ce contact tracing, il faut s'assurer que les gens, qu'il y ait une perception dans la tête des gens que c'est important, quand on a été à risque d'Ebola, d'être suivi et d'être en contact avec les autorités sanitaires. Donc notre forward contact tracing prospectif, il ne peut marcher que si on a aussi cette confiance en la communauté et on sait que les gens vont venir nous aussi voir et sont au courant de cette maladie et des risques qui sont posés avec. Et justement, juste pour rajouter, j'en profite, effectivement, la manque de confiance de la population et aussi cette méfiance envers les agents de santé, ça pose des problèmes, justement pour tout ce qui est contact tracing, mais aussi la transmission. Et malheureusement, on a vu ça maintenant avec l'épidémie qui est en cours, que déjà, on a eu, à ma connaissance, déjà 2 incidents graves, ciblant les centres de traitement, justement parce qu'il y a cette méfiance. Donc bon, ça, c'est des choses qu'on doit tous ensemble y travailler en fait pour pouvoir éviter. Merci pour ces présentations super intéressantes. On voit comment ces principes s'appliquent à Ebola, qui s'appliquent à toutes les maladies infectieuses. Par exemple, le palu, c'est toujours clair, on peut identifier les hotspots où on a de la prévalence. Et donc, quels sont les facteurs de risque finalement? On sait d'ailleurs ce qu'ils sont quand on a fait du terrain. Donc cette étude, c'est plus une confirmation théorique. Oui, si on veut cibler les interventions, c'est comme ça qu'on doit pratiquer. Des zones où on a des maisonnées très nombreuses, avec plusieurs générations représentées. Et
Alors, comment est-ce que vous ciblez cela un petit peu mieux? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut transposer cela en intervention peut-être plus ciblée? Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu plus là-dessus? Et deuxième partie de ma question, est-ce que, comme on a aussi ce principe 20-80 qu'on pourrait appliquer aussi à d'autres aspects comme le palu. Alors, Amesh, on va peut-être leur laisser le temps de répondre avant d'empiler trop de questions. Yeah, so if I got the first question, Alors, si j'ai bien compris ta première question, comment est-ce qu'on transpose tout cela en pratique opérationnelle? Eh bien, j'ai jamais utilisé le terme de supercontaminateur et de supercontamination dans ma présentation parce qu'on s'est beaucoup interrogé. Qui sont ces supercontaminateurs Eh bien, on n'utilise pas ce terme parce que ça voudrait fixer un seuil. C'est quoi la supercontamination? Est-ce que c'est 3, 4, à partir de 10? Et comme on le voit, le nombre de personnes qui ont infecté plus de 10, c'est sur 3000 et quelques, c'est très faible. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé le seuil de supercontamination et dans notre analyse, on s'est pas intéressé au facteur qui peut transformer quelqu'un en supercontaminateur, mais plutôt on s'est intéressé aux facteurs qui contribuent à l'augmentation de la transmission. Et c'est très difficile de transposer en intervention opérationnelle, à savoir qui doit-on cibler. Ce qu'on a essayé de montrer dans cette présentation, c'est que nos piliers de prévention fonctionnent et que les variables qui sont à chaque fois associées à une plus grande transmission, c'est le fait d'être au contact de la communauté plus longtemps pendant qu'on est contagieux. Donc ces gens qui sont contagieux, il ne faut pas qu'ils restent dans la communauté. Alors, je ne sais pas si tu veux, Amesh, faire suivre cela par des autres questions. Non? C'est bon? OK, il y a une question en ligne et puis après on reviendra ici. Une question d'éclaircissement, Hugo. Donc pendant le pic, on a plus de transmission alors qu'on a une hétérogénéité qui est stable. Est-ce que tu peux éclaircir cela? Oui, ce qu'on voit pendant le pic, il y a une augmentation de la transmission pendant le pic. Donc les gens infectent plus d'autres gens. Mais la façon dont ça se passe, c'est toujours la même chose. C'est toujours une minorité qui contribue à l'infection. Si on a une grande majorité qui infecte 2 personnes, au bout du compte, on a plus d'infections, on a plus de contamination, on a plus de gens qui infectent, mais l'hétérogénéité, elle existe encore. C'est pas comme si tout le monde contaminait le même nombre de personnes, ou que tout un chacun contaminait le même nombre de personnes. Thank you very much.